Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Bonjour Hervé Morin. Bonjour Pierre Devilleneux. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président des centristes, vous êtes le président de la région Normandie. La plus et nous belle allons des régions françaises. surtout nous attacher ce matin à vos anciennes fonctions de ministre de la Défense entre 2007 et 2010, du temps de Nicolas Sarkozy sous le gouvernement Fillon. Grand rendez-vous qui intervient 4 jours après l'allocution du président de la République, suivi par 15 millions de téléspectateurs et 3 jours après un sommet européen qui donnait l'impression d'être tenu à la hâte, tellement le coup de taser de Donald Trump a été fort. Nous allons, avec vous, nous concentrer sur ce moment clé convoqué par l'histoire, l'Europe, Trump, Poutine. Est-ce le remake du bon, de la brute et du truand? Qui tient les cartes, pour reprendre les mots du président américain face à Zelensky dans le bureau ovale? Et quelle Europe de la défense? Comment peut-elle se former? À quelle échéance? Et avec quels moyens, autres que l'impôt? Nous toucherons aussi un mot du dossier algérien qui n'est pas étranger dans tout ce puzzle diplomatique. Pour vous interroger avec moi ce matin, Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour cher Mathieu. Bonjour. Mais d'abord, hier, la journée de la femme avec des manifestations dans toute la France et ces démonstrations de force des mouvements d'extrême gauche qui ont littéralement viré des femmes juives du cortège parisien notamment, qui ont fait des saluts nazis scandant « Heil Donald Trump »,« Heil Vladimir Poutine ». Comment est-ce que vous réagissez ? Comme vous, affligé, consterné, l'antisémitisme gagne du terrain, j'allais dire chaque mois, chaque année en France. Il n'est pas bon d'être juif et de vivre dans certains quartiers où on ne peut plus vivre. Voilà, et on a le résultat de ce qu'on peut entendre. Souvenez-vous des propos de M. Mélenchon disant maintenant notre cible et la cible principale, c'est pas les Français, c'est la communauté musulmane, c'est notre potentiel électoral. Eh bien, ce wokisme, cet islamisme radical, qui est en quelque sorte le terreau avec lequel travaille la gauche, une partie de la gauche. Mais qu'est-ce qu'on fait contre ça, Hervé Morin ? Qu'est-ce qu'on fait ? Une femme juive ne peut pas manifester pour le droit des femmes parce que c'est une femme juive. Vous vous rendez compte à quel point on est arrivé ? Attendez, vous n'allez pas. Je suis exactement du même avis que vous, sauf que c'est des décennies de relâchement, l'état de droit qui n'est pas respecté, cette espèce de lâcheté continue dans laquelle on a été depuis des décennies. Voilà. C'est ça. Mais pour compléter, ça va un peu plus loin. C'est-à-dire, on a parlé effectivement des femmes de Nous Vivrons. On peut penser aux militantes de Némésis, avec plus identitaire, entre guillemets. Ce que je note, c'est qu'il y a une forme de terreur qui s'exerce contre elles. On considère qu'ils ont leur papier de citoyen français, mais n'ont pas le droit d'être dans la rue parce qu'ils sont des proscrits idéologiques. C'est-à-dire, quelle que soit l'étiquette que l'on colle sur les uns sur les autres, c'est un scandale. Mais vous avez bien constaté que le mot de terreur convient assez bien. On a tout de même un discours politique tenu par notamment LFI et l'extrême gauche, qui est un discours qui est assez proche de celui qu'on avait au moment de Robespierre, du pire de la montagne. Et voilà, mais derrière, il faut réagir, c'est tout. Et réagir, c'est affirmer l'état de droit, c'est poursuivre, c'est condamner, c'est faire en sorte que ça soit considéré comme inacceptable à chaque fois. Sauf que, comme vous le savez, on ne vit pas dans cette ère. Hervé Morin, 15 millions de téléspectateurs ont attentivement regardé Emmanuel Macron mercredi soir, appelant la patrie à s'engager derrière lui en amont d'un sommet européen consacré à la défense. Comment est-ce que vous avez regardé vous-même, avec quels yeux, ce discours du président de la République ? Ouais, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Je n'ai pas aimé ce ton. Un ton d'emphase. Un ton du genre du sang et des larmes, la patrie a besoin de vous, dit-il. C'est pas Valmy, quoi. Il en fait trop, Emmanuel Macron ? Oui, il surjoue, une mise en scène, alors que le pire ayant été le jeudi soir, en fait. Quand tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, il répond à une provocation des Russes en disant Poutine est un impérialiste révisionniste, je crois que c'est ça. Bon. Poutine l'avait dit qu'il l'avait comparé à Napoléon. Oui, mais il avait promis la Bérésina, donc bon. De quoi s'agit-il ? Est-ce qu'il s'agit d'exciter la bête ? En face de nous, on a des gens qui ne sont pas dans des régimes démocratiques, qui n'est pas dans un régime démocratique. On a en face de nous quelqu'un dont la rationalité nous échappe.
Par les Poutine, là. Oui, oui. On est bien d'accord, mais je pense que tout le monde a compris, en face de nous. Bon. Et sauf Stéphane. Bon. Et donc, la rationalité parfois nous échappe aussi de l'autre côté. Nous aussi. Mais et en clair, est-ce qu'on a besoin d'être dans une provocation, d'être facteur d'escalade ? Quelle doit être notre mission et notre rôle, nous les Occidentaux, nous les Européens ? Notre rôle, c'est d'essayer de trouver les voies et moyens pour qu'on obtienne le plus rapidement possible un cessez-le-feu et un processus de paix. Est-ce qu'on obtient un processus de paix et un cessez-le-feu en provoquant Poutine par les médias un jeudi soir? Certainement pas. Et est-ce qu'on a besoin d'inquiéter excessivement nos compatriotes en leur disant, grosso modo, la menace ultime aux frontières de la France, c'est la Russie. Je voudrais juste m'arrêter 2 secondes là-dessus. Ouais. Si, d'une part, l'armée russe a démontré qu'elle était incapable d'arriver à Kiev en quelques jours. L'armée russe est incapable d'écraser une armée qui était une armée de va-nu-pieds en 2022. L'armée russe est extrêmement affaiblie par 3 ans de conflit. Lisez, parce que il faut lire les choses sérieusement, lisez ce qu'écrivent les grandes revues stratégiques étrangères. Ils vous disent par exemple que quand on a des missiles, des obus qui sont tirés par les Russes et qui n'éclatent pas, on constate que ce sont des missiles neufs. Ça veut donc dire qu'ils n'ont plus de stock. Et on pense aujourd'hui que les Russes pourraient arriver jusqu'aux frontières de la France. Franchement, ça voudrait dire donc qu'ils auraient écrasé la totalité des armées européennes. Non, mais c'est presque ça. Non. La Russie, la Russie est la principale menace de la France. Que la Russie soit agressive, que la Russie remette en cause le modèle occidental, que la Russie assassine des opposants politiques dans d'autres pays européens que le nôtre, que la Russie procède à des cyberattaques, tout ça est vrai. Mais de là à considérer que l'existence même de la France soit concernée... La Russie pourrait attaquer les pays baltes qui sont dans l'Union européenne. Nous sommes d'accord. C'est là où est la menace. Nous sommes d'accord, mais c'est pas la France. Ouais. Oui, mais ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'on s'en fiche des pays baltes ? Non, ce qui veut dire très clairement, c'est que la Russie est une menace pour l'équilibre géostratégique. La Russie est un danger pour l'équilibre de l'Europe. Mais ce que je n'aime pas, c'est que on va au-delà de ça. Voilà. Je pense que, pour reprendre mes mots, on n'est pas... la France, qui a des responsabilités singulières, notamment parce que c'est un pays qui détient la dissuasion, qui détient l'arme nucléaire, doit faire preuve du calme des vieilles troupes. Vous savez, depuis... J'ai rencontré beaucoup de Normands, donc beaucoup de Français ces derniers jours. Beaucoup de mes compatriotes, de nos compatriotes, nous disent « je suis pas rassuré, je suis désolé de le dire, alors que mais le je suis pas rassuré. Était censé rassurer, justement. Je suis pas rassuré. » Donc c'était contre-productif le discours d'Emmanuel Macron, c'est ce que vous nous dites. Je dis que c'est... voilà, il n'y a pas besoin de mise en scène. Et puis je vais vous dire une chose. Quand on parle de défense et de sécurité et de diplomatie, moins on communique, mieux c'est. On explique ce qu'on veut faire. Et puis après, il y a la confidentialité des conversations diplomatiques. On n'a pas besoin d'être devant les médias tous les jours. De revenir, vous avez dit, la Russie n'est pas une menace immédiate pour la France, on entend bien. Elle peut l'être pour les pays baltes, c'est autre chose, vous nous dites. Dans la mesure où les Baltes et la France sont liés dans un accord qui s'appelle l'OTAN, si les Baltes sont attaqués, la France, vous me corrigerez, doit comprendre ça comme si elle était attaquée elle-même. Ben c'est les Américains aussi. Oui, mais enfin, vous avez bien compris que les Américains non, mais d'accord, mais je ne retire pas de l'Alliance Atlantique pour l'instant. Trump n'a pas expliqué ça. Trump demande simplement qu'on fasse plus d'efforts. Oui. Mais que je comprends pas votre esprit. Le message n'est pas forcément très clair. C'est aussi jamais qui est possible. Si jamais les Russes décidaient de s'emparer des pays baltes, la France devrait considérer qu'elle est attaquée elle-même. Eh bien, moi, je ne crois pas qu'on arrivera à une chose de ce genre. Parce que pénétrer un pays de l'Alliance Atlantique, c'est mettre en grand danger le monde entier. Voilà. Donc je ne crois pas cela. Donc de ce point de vue, pour vous, c'est une peur exagérée de craindre une invasion. Je pense qu'il faut très clairement exprimer à Poutine
que nous sommes déterminés et qu'il n'y aura aucune lâcheté, aucune faiblesse de notre part et que le seul fait de l'exprimer et de le dire suffit. Mais il ne s'agit pas de le dire forcément dans des systèmes de communication généralisés. Dans le sens inverse, est-ce qu'il n'y a pas effectivement dans les suites du discours cette idée que soit vous partagez le discours d'Emmanuel Macron, soit vous partagez ma grille de lecture de la situation en Russie, soit vous êtes des défaitistes, des mousquetaires, potentiellement des traîtres. Est-ce qu'il n'y a pas cette espèce de tentation en ce moment de nous refaire le moment Covid, c'est-à-dire soit vous êtes avec moi, soit vous êtes des complotistes, non, soit vous êtes avec moi, soit vous êtes des lâches. Côté binaire. Je vous invite juste à faire ce que j'ai fait hier soir pour préparer l'émission, parce que j'avais un doute. J'ai regardé ce que déclaraient les autres premiers ministres et chefs de gouvernement des pays européens. En Italie, notamment. Ouais. Non, mais je parle de ceux qui sont en exercice et qui ont des responsabilités extrêmement importantes, comme les Anglais. Je vous rappelle que les Anglais font 2 fois plus d'efforts pour soutenir l'Ukraine que nous ne le faisons. Vous avez entendu des déclarations de ce genre ? Les gens sont calmes, sereins. Ils ont une détermination sereine. Et c'est ça que je veux, moi, pour mon pays. Parce que je veux que mon pays participe à la construction de l'accord de paix. Je veux que les Européens soient capables d'assumer par eux-mêmes leur défense, leur sécurité et d'être les acteurs de la construction de l'ensemble européen et que enfin on sorte de la domination américaine. Mais pour cela, il faut avoir le sens du moment. Voilà. Et je trouve que c'est pas la communication excessive qui permet de le faire. Et justement, c'est de cette construction militaire européenne qu'on va parler dans un instant au grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, à tout de suite. Avec nous au grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, Hervé Morin, ancien ministre de la Défense, président de la région Normandie, président des centristes. Hervé Morin, on va parler de l'Europe de la Défense, bien sûr, et des propositions qui ont été mises sur la table en fin de semaine. Ce qui a suscité le débat après l'adresse du président de la République, c'est aussi cette phrase sibylline sur la dissuasion. Répondant à l'appel historique du futur chancelier allemand, j'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. Quoi qu'il arrive, la décision a toujours été et restera entre les mains du président de la République, chef des armées. Est-ce que ça vous a fait bondir ? Est-ce que ça vous a fait sursauter ? Est-ce que vous avez trouvé ça normal ? Et est-ce qu'on peut prendre 2 minutes pour bâtir l'histoire. Tout d'abord, depuis De Gaulle, De Gaulle avait évoqué l'Allemagne et le Benelux. On a toujours considéré que nos intérêts vitaux ne s'arrêtaient pas aux portes, à nos frontières. Puisque De Gaulle avait dit si l'Allemagne, le Benelux, etc. Bien. Et après, il y a eu de grands discours de François Mitterrand, de Jacques Chirac, sur le sujet de Nicolas Sarkozy à Lyon. Bien. Probablement de François Hollande. Donc, très clairement, nos intérêts vitaux ne s'arrêtent pas aux frontières de la France. Ça, c'est clair. Notre dissuasion est-elle crédible ? Oui. Puisque maintenant, les chiffres ont été publiés il y a quelques années. 300 têtes, ça suffit largement pour effacer l'essentiel des 515 avec les Anglais. Avec les Anglais. Bien. Notre dissuasion est crédible, la foudroyance est assurée, en quelque sorte, par les efforts importants qui ont été effectués de miniaturisation, de pénétration, etc. Bien. Donc, même si on a 2000, 3000 ou 4000 de l'autre côté, ce n'est pas le débat. Troisième point, et c'est là on arrive au sujet. Jusqu'alors, c'est les Français qui disaient, en étant bien entendu dans l'incertitude, nos intérêts vitaux sont au-delà de nos frontières. Là, on inverse les choses. C'est que ce sont les Européens, les Allemands là, en l'occurrence, qui disent « Puisque les Américains ne sont pas fiables, en quelque sorte, les Français pourraient être notre parapluie ultime. » Donc, c'est l'inversion de la donnée. C'est que c'est les autres qui vous disent « On a besoin de vous. » C'est pas nous qui disons « Voilà, on va se protéger jusqu'à un certain moment. » Bon. Ça pose quand même 2-3 questions. La première, c'est celle du président de la République, là où il a raison. Alors, premier point. Notre dissuasion, même s'il fallait qu'elle s'étende, doit rester absolument et 100% française. Moi, je ne donnerai jamais, je ne veux pas qu'un jour quelqu'un se dise que ce sont les Européens qui vont décider de la sécurité ultime de mon pays. Parce que je les connais. La décision appartient au président de la République. Donc, très bien. Bravo. 2, ça veut dire que la totalité des moyens nécessaires
à la construction de nos titres de dissuasion doivent être des moyens nationaux. C'est le budget de la France, et seulement le budget de la France qui doit assurer cela, pour ne dépendre de personne. Donc pas de contribution des Allemands. Non. Bien d'accord. Bon, personne. Fil à la patte après, c'est voilà. C'est ça, c'est ça. Ouais. Après, troisième point, c'est là où il dit les alliés européens. Et jusqu'où? On revient à la question qui était la vôtre. Est-ce que ça va jusqu'aux pays baltes? Donc ça, c'est la première question. C'est un problème si ça va jusqu'aux pays baltes? Est-ce qu'on meurt pour Vilnius? Parce qu'il faut quand même avoir en tête... On ne meurt pas pour Vilnius? Je n'en sais rien, mais ça mérite au moins... On est un peuple européen. Dans la logique otanienne, on mourrait... Dans la logique, on l'est. Et dans la logique du traité de l'Union européenne, puisque l'article 42.7 prévoit aussi un système de solidarité. Très bien. Bon. Mais je rappelle quand même une chose, c'est qu'il y a un sujet, il y a un autre point que personne n'évoque. C'est que comme la dissuasion est française, si par malheur, au grand malheur, il fallait qu'on la mette en œuvre, le retour, il est pour nous. Hein. C'est-à-dire c'est-à-dire que nous qui serions moment, la rétorsion, elle est de là où ça part. Donc c'est chez nous. Mais est-ce que vous n'avez pas une crainte? Alors après, troisième point, je termine. Ouais. Quand j'entends le futur chancelier, ou très bientôt chancelier allemand, pour moi, il y a d'autres sujets qui méritent d'être abordés. Il y en a deux. Est-ce qu'en clair, on considère qu'à travers la déclaration de Mers, est-ce qu'on va bâtir un modèle dans lequel on joue des complémentarités? Moi, ça me plairait plus. Il y a deux sujets qui sont connexes à la question de la dissuasion. Le premier, c'est l'espace. Assurer la sécurité de l'espace et assurer la sécurité de nos propres satellites et de nos moyens d'observation, de communication, etc. Est-ce qu'on ne dit pas aux Allemands, écoutez, vous voulez faire des efforts en matière de défense, mieux garantir la sécurité du continent européen, est-ce que vous faites cet effort-là? Et puis il y a un deuxième sur lequel ils se sont lancés, c'est le bouclier antimissile. On a, nous, été depuis très longtemps... moi, j'ai le souvenir de dialogue avec les Allemands à cette époque qui déjà avaient ça en tête, et certains Européens. Je leur disais, dès lors qu'on a la dissuasion, on n'a pas besoin de bouclier antimissile, parce qu'on considère qu'on est suffisamment protégé par... Très bien, ils décident de s'y mettre. Malheureusement, ils font appel aux Américains et aux Israéliens pour bâtir le bouclier antimissile, alors qu'il y avait des propositions européennes, notamment franco-italiennes et anglaises. Mais là, la donne a changé, parce que, comme vous l'avez dit, il n'y a plus de parapluie américain. Et donc, on dit aux Allemands, moi, je pense qu'on pourrait dire aux Allemands, vous voulez faire des efforts importants en matière de défense, vous voulez en quelque sorte protéger le continent occidental, eh bien, voilà, prenez la main en matière de financement sur ce point-là, qui est le bouclier antimissile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se dirige vers une Europe, j'allais dire fédérale, sur le modèle de Mario Draghi. Et est-ce que ça veut dire aussi qu'on reprend les thèses de Francis Fukuyama, qui disait qu'il n'y aura plus jamais de guerre, en tout cas, il n'y aura plus jamais de conflit entre l'Allemagne et la France? Bon, on peut l'espérer, oui. Non, mais bien sûr que tout le monde l'espère. Mais pas de raison. Est-ce qu'on peut... est-ce que le bouclier... Attendez. Alors là, moi, comme tout centriste qui a eu comme père Valéry Giscard d'Estaing, je suis européen. Mais s'il y a bien un sujet sur lequel je ne veux pas que l'Union européenne prenne la main, c'est bien sur la question de défense et de sécurité. Mais est-ce que c'est pas la tentation? Et donc, vous êtes sur une terre normande qui a connu beaucoup de choses dans l'histoire. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que la crise dans l'Ukraine sert de prétexte pour accélérer la fédéralisation. À chaque fois qu'il y a une crise, on a Ursula von der Leyen ou un président de commission qui dit attendez, on va s'en occuper. Déjà, on mettra jamais les 27 autour de la table, ça ne faut pas se raconter l'histoire. Bah si, on les a mis, puis ils ont... Oui, d'accord. Mais enfin, ce qu'il fallait, c'est que l'Union européenne décide que l'effort supplémentaire en matière de défense ne soit pas dans les 3%. Très bien, ça a été fait, parfait. Qu'éventuellement, il puisse servir de moyens de mutualiser la dette pour avoir des taux d'intérêt plus faibles, peut-être. Mais au-delà, c'est l'affaire de quelques nations européennes. Et, permettez-moi de terminer 2 secondes, d'abord et avant tout, la relation franco-britannique. C'est l'entente cordiale qui doit être une coopération de quelques pays. C'est quelques pays. Allez.
Donc de l'intergouvernemental et pas... Intergouvernemental. C'est Lancaster House. C'est le traité sur lequel j'ai travaillé à la demande du président de la République, Nicolas Sarkozy, et qui nous a permis de bâtir un vrai accord de coopération de défense et de sécurité sur un certain nombre de domaines. C'est-à-dire, ce sont 6, 8, 10 nations. Les Hollandais, par exemple, ils sont atlantistes à fond. Vous les aurez jamais avec vous. Et après, et j'espère qu'on va y venir, qu'est-ce qu'on doit faire? Les Polonais sont atlantistes et pourtant il y a le triangle. Ouais, enfin, les Polonais, le même test que j'ai déjà entendu, il était totalement atlantiste. Alors il a changé. Il a changé. Mais regardez sur le nucléaire, c'est un très bon exemple. J'ai lu, je ne sais pas si vous avez lu ça ces derniers jours. J'ai lu que Tusk disait, mais en effet, on pourrait peut-être bénéficier d'un modèle de dissuasion européen, etc. Sauf qu'il commence à dire, il faudrait que j'ai la clé. Oui, j'ai vu. Vous avez vu? Oui, genre. Bon, mais non. Non, la clé, elle est française. Soit on a confiance aux Français, à la détermination, à la volonté des Français, et au sérieux des Français, mais c'est certainement pas une clé qu'on va partager. L'enjeu politique, c'est-à-dire qu'il y a deux scénarios. Soit la France consentirait une forme de transvasement de la souveraineté française vers la souveraineté européenne, avec un contrôle européen sur la bombe, vous laissez ça de côté. Non, ça, je ne veux pas en entendre parler. L'autre option, c'est que la France devienne le pilier stratégique et nucléaire et militaire de l'Union européenne, mais dès lors, elle prend... Pas de l'Union, des nations européennes. Mais dès lors, elle prend une position quasiment impériale, en disant, c'est moi qui vous protège. Bah, on est les seuls à avoir la dissuasion. Je le condamne pas, je dis seulement... Merci à Général de Gaulle. Général de Gaulle et même à la 4e République. Mais diriez-vous que dans cet esprit, la France prend une position impériale en Europe en disant nous sommes désormais les garants de la sécurité? Moi, j'ai entendu Sébastien Lecornu, dont je trouve l'interview très sage en comparaison à ce qu'a dit le président de la République. D'ailleurs, j'observe qu'il est en contradiction avec ce que dit le président de la République. Ils sont pourtant très Sur quel sujet? L'économie de guerre. En 2022, le chef de l'État nous explique qu'on est en économie de guerre. Je vois que Sébastien Lecornu dit aujourd'hui non, on n'est pas en économie de guerre, on est en économie de défense. Pardon, alors, je pourrais vous lire le texto d'un de mes copains qui est industriel dans le champ de l'armement, qui est un sous-traitant, qui me dit j'ai essayé de vous le retrouver parce que je trouve il m'a dit ça ce matin en lisant, j'imagine, l'interview. On était déjà soi-disant en économie de guerre. Nous, industriels, on reçoit des courriers, mais c'est que du vent. Bon, en clair, l'économie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut signer des contrats. Vous n'aurez pas des industriels qui vont décider de former massivement, de s'équiper, d'investir, de faire en sorte que toute la chaîne de sous-traitance puisse se mettre en place, qu'on trouve les métaux rares dont on a besoin pour les armements, etc. Si, d'abord et avant tout, il n'y a pas des contrats et des commandes. Et ça n'a pas été fait en 3 ans. Les industriels sont en mesure aujourd'hui de répondre à cette demande, parce qu'on voit même Dassault avec le Rafale a du mal à monter en cadence. Pas aujourd'hui. Alors, surtout les munitions. Alors, eh bien, là, vous abordez un autre sujet. Puisque vous ne posez pas la question, je la pose pour moi-même. Alors, vous savez quoi? Vous allez répondre après. C'est l'heure. Et quand c'est l'heure, c'est l'heure. À tout de suite dans le grand rendez-vous. Retour sur le plateau du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos avec l'ancien ministre de la Défense, président des centristes et de la région Normandie, Hervé Morin. Stéphane Dupont, vous interrogez Hervé Morin sur les industriels. Oui, je repose ma question. Tout le monde appelle à une augmentation du budget de la Défense. Sébastien Lecornu, aujourd'hui dans la tribune dimanche, parle d'un objectif de 100 milliards contre 50 aujourd'hui, ce qui est énorme. Mais est-ce que les industriels, est-ce qu'on a la capacité, nous, à produire les armements dont on aurait besoin pour... Ça nous renvoie tout de même, cette question, pourquoi 100 milliards? Alors, D'où ça sort? Écoutez, je vais vous dire, ça sort simplement du fait que c'est 2 fois 50. Parce que c'est 50 milliards, donc il fallait annoncer un chiffre, donc on annonce 100 milliards. Parce que, est-ce qu'il y a une revue stratégique? J'ai cru comprendre qu'elle venait de commencer. Bon. Donc, en clair, il n'y a pas de revue stratégique pour savoir on sait grosso modo où sont nos problèmes capacitaires. Mais clairement, 100 milliards, ça ne correspond à rien. Et si quelqu'un est capable de me démontrer l'inverse, je l'attends. Deuxièmement, est-ce qu'on peut le faire tout de suite? Non. Le redressement de l'outil de défense à l'échelle européenne, c'est une affaire de 10 à 15 ans. On construit un porte-avions en 15 ans. On forme le personnel nécessaire à la mise en œuvre d'un porte-avions en plusieurs années. On forme des pilotes en plusieurs années. Bien. Donc, en clair, on confond 2 choses. Et c'est ça qui me dérange beaucoup dans les déclarations sur tous ces sujets. C'est qu'il y a 2 horizons. Il y a l'horizon
de l'Ukraine, le cessez-le-feu, le plan de paix, qui est indépendant de l'horizon reconstruction de l'Europe de la défense et d'une défense européenne. C'est deux sujets, parce qu'il y en a un, c'est un horizon court terme, et là où Emmanuel Macron a raison, c'est quand il dit qu'il faut renforcer les moyens ukrainiens pour que ce ne soit pas une reddition, une capitulation. On ne va pas refaire rotonde. Et deuxièmement, il y a les Européens qui décident enfin de sortir de la vassalité dans laquelle ils étaient. Bon, mais ce n'est pas le même horizon. Et donc dire qu'aujourd'hui, les industriels de défense peuvent tout d'un coup fournir des obus par volume gigantesque, fournir des missiles par centaines, tout ça n'est pas vrai. Et d'ailleurs, Dassault continue à fournir, je crois, construire que 2 Rafales par mois. On est à 4 maintenant. 4, bon, on a été très longtemps à 2, alors je suis resté à 2. Mais en clair, si on veut bâtir une Europe de la défense solide, sérieuse, capacitaire, il faut quand même d'abord réfléchir sur ce qu'on veut faire. Et on ne peut pas simplement annoncer un chiffre national. Et c'est là où on en arrive, Pierre de Vignaud, à la question que vous posiez, comment bâtit-on l'Europe de la défense ? Un, c'est pas celle de l'Union européenne, c'est celle de nations qui ont envie de s'engager, ça on est d'accord. Et ensuite, ça impose quoi ? C'est quelle ambition politique ? Donc ça veut dire qu'on met autour de la table ceux qui veulent construire l'ambition politique, c'est en quelque sorte la déclaration de ces États disant voilà ce que nous voulons. Quelles sont les zones d'intérêt ? Quelles sont les zones stratégiques pour nous ? On est pris par l'urgence de l'Ukraine, avec qui fatalement mettent des obstacles à la construction de cette Europe de la défense qui devrait se faire, entre guillemets, calmement. Qui va se faire nécessairement sur un temps long. On ne peut pas imaginer que les Européens vont en quelques semaines déterminer quelles sont leurs zones de responsabilité et leurs zones d'influence. Alors à partir de l'ambition politique, quels sont les moyens militaires qu'il nous faut ? Combien on estime devoir projeter d'hommes ? Est-ce qu'on estime qu'on est en capacité d'avoir 2 conflits, de pouvoir porter un conflit majeur avec un conflit accessoire ? Est-ce qu'on estime que l'Afrique fait partie de nos zones, forcément ce que vont demander les pays du Sud et ce que vont probablement ne pas aimer les pays du Nord. Permettez d'y revenir. Alors, d'un côté, on a le président de la République qui parle... Donc, je termine sur ce que disait Stéphane. Pardon. Donc, parce que sinon, on finit par ne pas se comprendre. Ce qui veut dire que c'est pas 100 milliards, 70, 80, c'est pas rien ce que mettent les Européens sur la table 800. En matière de défense. Non, 400 et quelques milliards. 650. Ah non, mais ça, c'est les annonces de Van der Leyen. Bah oui, mais vous le balayez du revers. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le budget de l'ensemble des pays européens, c'est 400 à 450 milliards. Donc, c'est pas rien. Et d'ailleurs, à comparer à la centaine de milliards russes. Bon, donc la question, c'est qu'il nous faut bâtir un modèle et qu'aujourd'hui, on perd beaucoup de moyens dans le fait que tout ça ne soit pas bâti, coordonné, avec une ambition collective construite, une ambition militaire derrière, et enfin ensuite une ambition capacitaire, c'est-à-dire mener des programmes de recherche et développement. Qui coordonne quand même. Eh bien, ça veut dire que c'est des nations indépendantes et souveraines qui, ensemble, mais décident pas Madame de Van der bâtir. Leyen, puisque vous l'évacuez. Non, mais moi, je ne veux pas de l'Union européenne dans cette histoire. Est-ce que pour vous, Madame Van der Leyen est dans les circonstances une figure illégitime pour parler de ça ? Je considère que c'est l'affaire de nations souveraines. Autrement dit, indépendantes. Vous avez probablement lu François Fillon qui, dans Valeurs Actuelles, disait qu'elle faisait une forme de coup d'État permanent de mémoire. Oui, on a dit ça tout à l'heure ensemble, c'est qu'à chaque fois, il y a toujours une tentative pour accélérer. Donc, une logique de coup d'État permanent chez Madame. Je vais vous raconter la culture de défense. D'une part, il y a des sujets sur lesquels elle n'a jamais été, pardon de vous le dire. Moi j'étais ministre de la Défense... Elle aussi était ministre de la Défense en Allemagne. Ah bon, je ne m'en souvenais pas. Ouais. Non, mais on a toujours demandé qu'il y ait la construction d'un état-major. Pourquoi il faut un état-major ? Parce qu'aujourd'hui, quand on menait une opération européenne, il fallait systématiquement faire appel à l'OTAN, puisque nous n'avions pas les moyens de pouvoir conduire une opération militaire. Les Allemands s'y sont toujours opposés. Et l'Union européenne n'a jamais porté ce message. Est-ce que vous l'avez entendu porter ce message ? Jamais. Alors que c'est le b.a.-ba. La première chose, c'était permettre aux Européens de mener une opération militaire sans être obligés de faire appel à l'Alliance Atlantique. Deuxième chose, je vous raconte cette anecdote parce qu'elle est tellement significative. Vous ne me demanderez pas quel est le nom du commissaire européen qui m'a répondu ça.
Il me dit, vous savez, il y a quelques années, je vais régulièrement à Bruxelles, c'est très utile quand on est président de région pour porter ses dossiers, faire avancer un certain nombre de sujets. Bien. Et il me dit, en matière de défense, on va commencer à prendre des choses en main, et faire des choses, et accorder des crédits, etc. Je lui dis, écoutez, la seule chose qu'il faut faire, c'est de la recherche et du développement. L'Agence européenne de défense a un budget minable. Les 2/3 de l'effort de défense, de recherche de défense, c'est la France et le Royaume-Uni. C'est 70% à peu près du total. Or, si on veut avoir... ne plus avoir de lacunes sur un certain nombre de briques technologiques, c'est ça qu'il faut faire. Bon. Elle me dit, oui, mais nous, on va commencer par... J'hallucinais. Par améliorer la fluidité opérationnelle des armées. Je dis, mais ça veut dire quoi? Il me dit, on va mettre des crédits éventuellement pour permettre d'élargir les ponts et les endroits et les routes là où pourraient passer des... Je dis, mais quand on parle, j'ai arrêté. Bon. Donc toi, un char n'a pas besoin de pont pour passer. Non, mais bon. Peu importe. Mais je me souviens de ça, j'étais atterré. Bon. Et donc, clairement, ce qu'il nous faut, c'est des pays qui savent de quoi ils parlent. La France et l'Angleterre, absolument ensemble sur cette histoire, plus ceux qui le veulent. On comprend que les Allemands ont envie, enfin, de vouloir y participer, les Polonais, enfin aussi, un certain nombre de pays probablement du Sud, les Italiens, même si Mme Meloni est en retrait à l'heure actuelle, compte tenu de ses relations probablement avec Emmanuel Macron, les Italiens ont une vraie armée et ont un vrai outil industriel de défense. Bon, il y a un certain nombre de pays qui doivent y être, et puis on bâtit cette histoire ensemble, avec toutes ces étapes. Et après, on achète... Vous n'avez pas répondu, Hervé Morin. Les 800 milliards de von der Leyen, c'est quoi? C'est que ce soit un outil pour nous aider à mieux financer notre effort de défense. Pourquoi pas? Si c'est l'Europe qui fait le prêt, ce qui nous permet d'avoir des emprunts moins chers, très bien. Mais je dis, cette affaire, elle concerne les nations, les États. Souverain. Elle concerne, il y a un problème. Elle concerne les peuples. Et donc, je suis ravi de voir que Sébastien Lecornu dit il faut que la politique de défense devienne un vrai débat national. Parce que c'est un sujet qui n'est jamais abordé depuis des décennies, parce qu'on considère qu'on vit en paix. Sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. Faut-il augmenter le budget de la défense, même si cela implique des coupes budgétaires dans d'autres domaines? 59% des Français répondent oui. Les Français sont patriotes. Bon, j'ai jamais pensé qu'ils ne l'étaient pas. Mais vous savez, attendez, vous savez quoi? Ça veut dire, non mais, vous savez quoi? Il est significatif. Vous vous souvenez qu'un candidat, une candidate à l'élection présidentielle avait proposé qu'on arrête le défilé du 14 juillet. Vous vous souvenez de ça? Oui. Et je me suis dit, il faut vraiment qu'elle ne connaisse pas la France pour pouvoir dire une chose pareille. Moi, gamin, mon père était gaulliste. Il fallait le silence à la maison quand De Gaulle parlait. Mon père nous mettait tous les 14 juillet sur le canapé de la maison pour voir les troupes défiler. Et les Français sont fiers de leur armée. Mais du coup, et les Français savent à quel point leur armée dans les 59%. a été, bien sûr, donc a été facteur. L'armée a été facteur de construction de la France. On entend bien, mais la question c'est couper où? C'est-à-dire, certains diraient, peut-être qu'ils entendent couper dans les dépenses d'immigration. Oui. mais si on entend couper dans les dépenses sociales... Oui, mais ça ne va pas suffire. Voilà, du même domaine. Les dépenses sociales, couper dans l'école, couper sur l'hôpital. On est prêt à reste à voir si les résultats... Ou est-ce que c'est de la précipitation? Ou alors confisquer l'épargne privée. Oui, on ne va pas confisquer, on ne va pas devenir un pays soviétique. J'ai pu comprendre que la rumeur traînait dans l'espace. Parce que François Bayrou, lui, il dit qu'il faut protéger le modèle social français. Alors on ne sait pas trop où est-ce qu'on trouve l'argent. Réponse courte, Hervé Morin. Il faut, mais c'est tellement, on raconte ça tellement depuis des années, il faut tellement moderniser la gouvernance publique du pays pour faire de réelles économies. Je vous prends juste l'exemple de cette semaine. Alors je ne vais pas avoir le temps. Le Mont-Saint-Michel, c'est géré par 2 structures. Je disais ça jeudi en disant que ça ne pouvait plus continuer comme ça. J'avais le conseil d'administration de l'établissement public du Mont-Saint-Michel. Il y a 2 structures. Pourquoi il n'y en a pas qu'une? Oui, mais vous pouvez le faire à l'infini. Hervé Morin est avec nous au grand rendez-vous, à tout de suite. CNews en partenariat avec Les Échos et Hervé Morin qui nous parlait de l'économie de guerre et de la guerre économique également. Ça, c'est un autre sujet que vous vouliez aborder, puisque effectivement les deux sont liés. Bon, je termine en disant que sur la réduction de la dépense publique, il y a bien sûr la réforme des retraites. C'est quand même ça le sujet majeur. La moitié de la dette française, c'est les retraites. Et quand David Lisnard parle de la pyramide de Ponzi, qui est le système qui fait que c'est infinançable à moyen terme,
ça impose de le dire. Et qu'il faut, dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre de la capitalisation collective en place, comme on l'autorise pour les fonctionnaires, comme on l'autorise pour beaucoup de gens. Fallait pas ouvrir le débat comme l'a fait François Bayrou sur les retraites, avec cette grande concertation. Si, c'est bien, mais au bout du compte, il faut quand même dire aux Français que sur les 1 000 milliards de dettes, la moitié, c'est quand même les retraites. Hein. Bon, je viens sur la guerre économique. Là où l'Union européenne doit être, pour finir sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est le fait de sortir de la naïveté dans laquelle on a été trop longtemps. Je disais ça à des commissaires européens il y a 15 jours ou 3 semaines. On est les seuls aujourd'hui à respecter les règles de l'OMC. On ne va pas continuer à considérer que la position de l'Union européenne sur tous les sujets, c'est de respecter scrupuleusement les règles de l'OMC. Je prends un exemple. Nous avions un investissement d'une entreprise qui s'appelle Eastman, sur la vallée de la Seine. 1,5 milliard d'investissement dans une usine de recyclage du plastique. Tout marchait bien, tout allait bien, très bien. La région et l'État avaient fait un effort pour favoriser leur implantation. Ils avaient embauché leur directeur, ils commençaient à former du monde, etc. Ils ont arrêté. Vous savez pourquoi? Parce que la Commission européenne a adopté un règlement sur les plastiques recyclés qui fait que désormais on peut importer du plastique recyclé venant de Chine. Immédiatement, les clients d'Eastman disent, écoutez, si on peut acheter du plastique recyclé de Chine, tellement plus facile, ça nous coûte 30%, 40% moins cher. Donc on va avoir du plastique dont on demande à nos compatriotes de faire le recyclage, qu'on va envoyer en Chine, dont on ne sait même pas comment, dans quelles conditions ça va être effectué, et ça va revenir par nos ports, très franchement. Donc la Commission européenne, elle doit sortir de la naïveté, et elle doit sortir de l'idée que c'est d'abord et avant tout le marché des consommateurs. Ça doit être aussi le marché des producteurs, parce que pour qu'il y ait des consommateurs... Nuisible? Non, pas nuisible, elle est... Ce que vous avez écrit, c'est pas nuisible, c'est quoi? Oui, d'accord, mais bon, le discours est en train de changer, il faut passer aux actes là-dessus. Il faut désormais que l'Europe s'arme à ses frontières pour éviter ce que je vous raconte. Ça, c'est du vécu. Et d'ailleurs, sur ce règlement sur le plastique, j'en profite pour vous dire que les Français s'y sont pas opposés. Alors, c'est bien ça le problème. Passer aux actes également sur le dossier algérien. L'influenceur Doualem a finalement été condamné à 5 mois de prison avec sursis pour avoir appelé à la haine. Cet homme va faire appel du jugement. En attendant, il n'est toujours pas expulsé. Et dans la semaine, autre fait similaire, puisqu'un autre OQTF a fait l'aller-retour sur le même opératoire, c'est-à-dire expulsé de France, atterri en Algérie, et Alger le renvoie en France. À la tête de l'exécutif, 2 courants, celui de François Bayrou et Bruno Retailleau, qui disent que oui, à terme, il faudra dénoncer les accords de 1968, et le président de la République, lui, dit qu'il n'en est pas question. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, dans cette histoire? Moi, je soutiens à fond Bruno Retailleau et François Bayrou, même s'il a un peu moins... Moins quoi? Déterminé, le semble-t-il, que Bruno Retailleau, qui est d'ailleurs un excellent ministre de l'Intérieur, qui fait un très bon boulot. Moi, j'aime beaucoup ce que dit Bruno. En plus, c'est une personne bien. C'est le président des centristes qui parle. C'est une personne bien. C'est une personne qui tient parole. C'est une personne qui est sincère. Et c'est une personne qui a la liberté d'expression tout en étant au gouvernement, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Du débat sur la présidence des LR, je voulais le dire, même si je ne voterai pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas avoir des Algériens qui fassent, dans la rente mémorielle, comme on a dit, c'est-à-dire cultiver en permanence ce sentiment anti-français, jusqu'au point désormais d'interdire l'apprentissage du français dans les écoles algériennes, et de l'autre, nous considérer que l'accord de 68, ils peuvent marcher dessus tous les matins. La seule chose que je comprends dans cette histoire, c'est qu'on a peur de la communauté algérienne si on s'interdit ça. Soit il y a une question qui concerne des intérêts économiques. C'est un peu la question qu'on posait à l'industrie la semaine dernière. Vous ne savez pas répondre là-dessus. Moi, j'ai pas. Nous sommes. La Normandie est la première région industrielle de France. La Normandie, avec la vallée de la Seine, est un immense espace autour de la pétrochimie. Je pense que j'aurais eu quelques échos. Je n'ai jamais eu aucun écho des patrons du monde de la pétrochimie. En attendant, les titres de séjour, ça marche en Seine-Maritime notamment. Oui, bien sûr. C'est une partie importante des titres de séjour parce qu'on facilite beaucoup. Vous disiez la moitié, c'est ça? Plus ou moins? C'est les échos que j'ai. Je n'ai pas une information officielle, mais quelqu'un m'a dit que c'était probablement la moitié des titres de séjour en Seine-Maritime. Mais donc vous partagez cette inquiétude de soulèvement, je reprends la formule de soulèvement de la communauté algérienne en France? Non, donc je ne suis pas là. Exagéré. Mais ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas
les accords de 68 ont donné quand même des facilités extrêmement importantes à la communauté algérienne, notamment sur le regroupement familial, pour prendre ce seul exemple. Exagéré? Je pense qu'aujourd'hui, ça devrait être revu, c'est tout. Enfin voilà, il n'y a pas de raison. Qui était à votre place il y a quelques semaines ici dans cette émission. Il ne doit pas être du même avis. Et non, lui, justement, il disait que la méthode forte avec l'Algérie, ça ne marche pas, c'est contre-productif. Écoutez, moi j'ai regretté pendant des années que le président de la République ait essayé de bâtir un échange avec les équipes, les dirigeants algériens. Vous parlez, du temps où vous étiez ministre? Mais moi, non, je parle d'Emmanuel Macron, qui nous a quand même fâchés avec les Marocains, qui sont nos meilleurs amis depuis des années, compte tenu de la relation qu'il a essayé d'entretenir avec les Algériens. Bon, très bien. Moi, je pense que, de toute façon, la faiblesse face aux Algériens ne nous conduira pas à une mansuétude, une capacité de dialogue sur le sujet. Moi, j'ai accompagné François Fillon quand j'étais ministre de la Défense en Algérie. On a affaire tout de même à un discours qui est, né variatour. Bon. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'en clair, il ne se passe rien. Mais... Il se passe rien. Alors, je vous posais une question très politique, mais qui me vient à l'esprit, parce qu'on reçoit ici des gens de tous les partis, de toutes les tendances, mais aussi de toutes les générations. Et avez-vous l'impression qu'il y a un décalage générationnel entre les gens comme vous qui ont été aux affaires et qui ont peut-être une certaine expérience de l'épaisseur de l'histoire, de la complexité des relations diplomatiques, du tragique de l'histoire, et une jeune génération qui a peut-être un rapport plus technique à la chose politique, par exemple dans les relations avec l'Algérie, qui fonctionne quelquefois à la naïveté? Écoutez, j'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que nous n'avons aucun intérêt à faire preuve de faiblesse face aux Algériens, parce que de toute façon, nous n'y gagnerons rien. Mais derrière la faiblesse, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de naïveté finalement? Il suffirait d'être gentil pour qu'on soit gentil avec nous. Oui, mais ça ne marche pas comme ça. Mais certaines croient. Il a décidé d'ouvrir. Il n'y a pas. Ça s'interroge beaucoup. Il n'y a pas les États. Il n'y a pas d'amis entre États. Il y a des alliés parce qu'il y a des intérêts communs. Voilà. Les accords, c'est le président de la République qui les signe et qui les défait. C'est ce qu'a voulu dire aussi Emmanuel Macron. Donc, il a le verrou, Emmanuel Macron, sur cette affaire. Écoutez, moi, j'attends le moment où, je l'espère, bien entendu, absolument pas, parce que c'est que il y a tout de même eu Mulhouse. Ça devrait faire réfléchir. Ouais. Et il y a Boualem Sansal. Pardon? Il y a Boualem Sansal. Il y a Boualem Sansal, sur lequel qui est notre compatriote. Comment est-ce que vous analysez la situation avec ces deux courants différents? Donc, Bayrou, le président de la République, le président de la République qui fait cette grande allocution dont on a parlé en début d'émission, qui était censé rassurer, qui finalement a été un peu anxiogène. Est-ce que tout cela, malgré les tensions diplomatiques internationales, la peur de la guerre, la peur d'un Poutine et d'un effectivement hégémonique, est-ce que finalement, ce qui intéresse le plus nos politiques français, François Bayrou, Emmanuel Macron, c'est la politique et le carriérisme politique interne? Est-ce que finalement, Emmanuel Macron ne profite pas de cette situation, dans les deux exemples qu'on vient de donner, de se remettre au centre du jeu politique pour dire je suis quand même là? Dans des périodes de quasi-cohabitation, on se rappelle comment a été nommé François Bayrou, qui s'est imposé, puisque ça devait être Sébastien Lecornu, et puis qu'aux dernières minutes, il a changé. Bien. Le président de la République a changé de Premier ministre. Il y a eu aussi Lescure, il y a eu plusieurs noms. Mais sur la dernière ligne droite. Bien. Donc on est dans une période de quasi-cohabitation avec un François Bayrou très atypique dans sa façon de gouverner, le contraire de la technocratie. Voilà, moi j'avance. Ça lui ressemble? Ah oui, moi j'aime beaucoup cette façon de faire les choses. Ça nous change quand même du 7e arrondissement. Et donc, clairement, voilà, on a, je crois, un gouvernement qui, aujourd'hui, est vécu comme le moyen pour le président de la République de se remettre en scène. Donc, à chaque fois qu'il pourra éventuellement montrer sa différence, il le fera. Bon, voilà. C'est malheureusement souvent le cas dans des périodes comme celle-ci. Merci Hervé Morin d'avoir été l'invité du Grand Rendez-vous Europe 1. CNews en partenariat avec Les Échos. Très bon dimanche sur nos deux antennes.